L'Himalaya, qu'est-ce que c'est l'Himalaya? Ben, c'est rien d'autre qu'un bout d'Afrique du Sud qui s'est détaché et qui est venu frapper l'Inde. Alors, c'est ce qui explique qu'il est venu frapper le sous-continent. Je recommence. Encore une fois, c'est l'Inde est partie de l'Afrique du Sud, a dérivé pendant des dizaines de millions d'années et est venu frapper l'Asie. Est rentré sous l'Asie. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça le sous-continent indien, parce que l'Inde est rentrée sous la plaque asiatique. Résultat, l'Inde a une altitude moyenne de 50 mètres à peu près, et le plateau tibétain qu'on voit ici a une altitude supérieure à 4000 mètres. La tâche qui est ici, juste pour votre culture, c'est le deuxième plus grand désert du monde, et tout le monde sait comment ça s'appelle le deuxième plus grand désert du monde. Je suis sûr que vous avez en tête le Gobi. Ce n'est pas ça, c'est le Taklamakan. Donc, encore pour votre culture, au nord et au sud de ce désert-là, il y a une route célèbre qui s'appelle la route de la soie. Donc, c'est pour contourner ce désert-là qu'on a construit cette route-là. L'Himalaya, ben, c'est toute cette portion-là ici. Ça va jusqu'au Bhoutan, au Sikkim, puis de l'autre côté, on peut tricher. On sera en Inde, l'Himalaya indien, puis on peut tricher un peu puis se rendre jusqu'au Pakistan. Donc, voilà pour la géologie. Je commence par vous parler d'un voyage qui est vraiment fascinant parce que si on parle d'un point de vue géologique, c'est probablement le plus varié de nos voyages en Himalaya. Donc, et la question en haut, c'est l'Himalaya l'été vraiment. En fait, vous avez peut-être entendu parler du phénomène qui est la mousson. La mousson, il pleut pas juste un peu, il pleut en tabarouette. Donc, on ne va pas normalement en Himalaya l'été, sauf que si on va au nord de l'Himalaya, bien évidemment, toute la pluie, l'humidité qui monte du golfe du Bengale, de l'Inde et tout ça, est arrêtée par la chaîne himalayenne. Et puis, ben, si on est au nord, ben, on est protégé. Et on se retrouve donc dans un désert d'altitude. On se retrouve au Ladakh. Le Ladakh, je ne passerai pas trop de temps sur les cartes, là, mais grosso modo, on part d'un petit lac, Tsokhar, un grand lac, et puis vous voyez qu'on va vraiment rentrer au cœur de l'Himalaya. Donc, avec un peu de chance, toute la pluie va être arrêtée en avant, mais de toute façon, dans 80% de la portion, on est protégé par l'Himalaya. On est sur ce qu'on appelle le plateau tibétain, sauf que vous voyez à quoi ça ressemble, ça n'a rien à voir avec un plateau. Les sommets sont différents. Vous allez voir des images de ça dans les prochaines minutes. Alors, j'y vais quand même assez rapidement, mais tout ça pour vous dire qu'on arrive à Leh, qui est la capitale, qui est à 4000 mètres. Donc, il faut prendre notre temps pour s'acclimater. On va monter, descendre pour aller visiter des monastères qui sont parmi les plus fascinants du monde, notamment le monastère de Alchi. Et après 4-5 jours passés autour de 4000 mètres, l'acclimatation devrait être faite. On va prendre le véhicule, puis on s'en va au début du trek. Le début du trek, c'est le plateau tibétain. Puis tout à l'heure, je vous disais que c'était un des plus variés parce qu'en 18-19 jours de trek, on va avoir un premier tiers qui est vraiment le plateau tibétain. Donc là, vous allez avoir, c'est des paysages qui ont une certaine austérité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins beaux. Les sommets dépassent 6000 mètres, donc il y a des glaciers, il y a de la neige et tout. C'est le pays des nomades, d'où le titre du voyage. Alors oui, on va voir des nomades. Par définition, où on va les voir, il y a des très bonnes chances que ce soit à côté du lac. Le lac, qui soit dit en passant, est salé. Jusqu'à il y a 15 ans, ben, il y avait encore il y avait une espèce de petite guerre entre les familles de nomades parce que ça valait très cher le sel. Et puis, ben, maintenant, on se procure le sel de façon différente, mais les familles vivent encore là. Et à l'été, à cause de la présence de l'eau et donc le pâturage pour les animaux, ben, les nomades vont être autour du lac. Donc, on va les croiser nécessairement. Ce voyage-là, la première portion du trek, elle est, je vous dirais, si on met ça à l'échelle d'un trek niveau 4, parce que c'est ce dont on parle, et puis appelez-nous, puis on pourra vous parler, vous nous direz vraiment ce que vous voulez faire et tout, puis on verra comment on conditionne ça, quel circuit on vous suggère le plus.
Mais la première portion du trek, elle est vraiment très facile si on est bien acclimaté à l'altitude. Normalement, il n'y a pas de problème avec ça, on a passé le temps à aller. Je vous dis ça parce que vous voyez à quoi ça ressemble. Il n'y a pas vraiment de sentier. On marche un peu où on veut. C'est des espèces de grands espaces infinis. C'est absolument fantastique. Moi, quand je guide, c'est moi qui le guide cet été, j'aime beaucoup certaines journées dire aux gens, bon, ben vous marchez, puis là, dans 2-3 heures, vous allez rencontrer une rivière qu'il va falloir traverser à pied. Vous arrêtez, et puis on se rejoint là. Fait que les gens peuvent partir à gauche, à droite. Il y a une espèce de sentiment de liberté absolument incroyable sur le plateau tibétain. Je vous précise aussi que le plateau tibétain, tu sais, si le Tibet, surtout avec le président chinois actuel, n'est pas prêt de s'ouvrir plus qu'il était. Et nous, d'ailleurs, on n'a fait plus de voyages au Tibet parce que c'est extrêmement compliqué. C'était déjà compliqué dans les 15 premières années de Caravani. Le Caravani a 25 ans. Mais maintenant, c'est devenu, c'est plus le fun parce qu'on ne réussit pas à avoir de permis. Ceci dit, si la culture tibétaine, le monde tibétain vous intéresse, ben moi, je vous dirais que le Ladakh, c'est au moins, sinon plus intéressant que le Tibet. La raison principale, c'est que comme ce n'est pas en Chine, il n'y a pas eu la répression culturelle tibétaine. Donc, les monastères il y a encore des vieux monastères. Les gens qui ont été là, c'est beaucoup plus simple. C'est l'Inde et tout. Alors, donc, je vous dis ça parce que pour avoir guidé au Tibet, oh, que je trouve ça facile de guider au Ladakh parce que je n'ai pas à négocier avec des policiers tout le temps. Donc, quelques images du Ladakh et je vous dis, le voyage est confirmé au mois de juillet. Seul petit village qu'on va croiser au courant du trek. Il y a des villages au début, puis il y a des villages à la fin. Le village de Korzok. Alors, au bout d'une semaine de marche, on arrive tranquillement, on arrive au lac. On va marcher sur le bord du lac et puis là, on va rentrer. De plus en plus, les montagnes vont commencer à se comprimer parce que là, on arrive dans la portion nordique de l'Himalaya. Au bout du lac, probablement croiser les nomades qui vivent encore franchement de façon impressionnamment traditionnelle, je vous dirais, avec les tentes qui sont encore tissées avec les poils de yak et de chèvre. Donc, et ils sont curieux, c'est le fun, alors de les croiser. Chez les Tibétains, les Tibétaines, on parle des Ladakis, mais qui sont de culture tibétaine, laissez-moi vous dire que les femmes ne sont pas du tout effacées ou soumises. Alors, je vous disais que c'est pour moi un trek extrêmement varié parce qu'après environ une semaine de marche dans ces gigantesques espaces-là et avec des vallées très, très larges, ça va se resserrer tranquillement parce que là, on va rentrer au cœur de l'Himalaya. Vous voyez tranquillement les vallées qui commencent à se rétrécir. On s'en va vers des plus hauts sommets, vers un peu plus de neige. La géologie change, des rivières à traverser, les glaciers sont pas loin, l'eau n'est pas chaude, fait qu'on va mettre nos sandales avec des bas de laine, puis on traverse. Alors, comme ici, mais il n'y a pas de, tu sais, si jamais les rivières étaient trop hautes, ben, le truc, c'est d'attendre, c'est de dormir juste avant la rivière et d'attendre que la nuit fasse en sorte que la fonte des neiges soit moins forte et le lendemain, on traverse la rivière le matin. Donc, on a quelques rivières comme ça à traverser durant le voyage, mais c'est rien d'énervant. Donc, on rentre au cœur de l'Himalaya avec cette géologie folle. On appelle ça des cheminées de fées, sommets enneigés, glaciers et tout. Et puis, on s'en va dormir et on va passer le point culminant du voyage que vous voyez en haut ici. C'était le col de Parangla. Donc, on est à quelques 5400 mètres environ. Donc, c'est haut, mais c'est le 15e ou 16e jour du trek. Puis, on a déjà passé 4 jours à aller. Donc, on est pour l'acclimatation à l'altitude, c'est plus du tout un problème. C'est un glacier, mais c'est un glacier très facile. On appelle ça un glacier sec, le dry glacier. Donc, il n'y a pas de crevasses. Et si jamais il y a des crevasses, elles sont très, très visibles. Alors, même pas, on demande aux gens d'apporter des petits crampons, mais on ne les a jamais utilisés, donc par principe. Alors, cette journée-là, ça fait 25 ans que je travaille pour Caravani. Je suis le fondateur de Caravani. Je ne me suis pas présenté, Richard Rémy. Si j'étais forcé là, de vous dire, parce que question, là, c'est souvent quel est le plus beau voyage et tout, c'est difficile de répondre. Mais si on me posait la question, quelle est la plus belle journée de trek que dans tous les voyages, moi, je vous dirais que c'est le passage du Parangla. C'est une longue journée, 10-12 heures de marche, pas très difficile,
mais une longue journée à cause de l'altitude où on part le matin, on monte sur un glacier, donc on est dans cet univers blanc-là. Et de l'autre côté, on va, puis vous voyez, un glacier facile, il est tellement facile que c'est des chevaux qui portent les bagages. Donc, ça ne peut pas être technique, là, je vous rassure. On arrive au col, vous voyez le nord et le sud, donc le sud est complètement sec. Et on a, ça c'est une photo prise avec l'équipe locale, ce n'est pas un groupe de 20 personnes. Et on redescend de l'autre côté dans un espace minéral qui ressemble au Grand Canyon. Donc, imaginez que dans la même journée, vous êtes sur un glacier, que vous redescendez de l'autre côté, que vous longez une rivière et que le canyon, très encaissé, est rouge et tout. Et on finit la journée à cet endroit-là, mais il a fallu remonter à la fin de la journée un petit 500 mètres. C'est une difficile journée, mais à chaque fois que je l'ai faite, cette espèce de sourire béat-là à la fin de la journée, des gens qui disent « Wow! » Puis là, grosso modo, l'effort pour le trek est terminé. Il reste une journée et demie de marche en descendant essentiellement. Donc, on va perdre d'altitude, donc on gagne de l'énergie. Et on termine à un endroit extrêmement spectaculaire qui s'appelle le monastère de Kye, K-Y-E, et qui marque la fin du trek. Et là, les Jeeps viennent nous chercher. On s'en va dans un petit village quand même très intéressant du nord de l'Inde. Et puis après, on va reprendre des Jeeps pour faire une longue route, mais fascinante, où on va traverser l'Himalaya, passer une journée à Manali et après, il y a un transfert à Delhi. Et ceux qui veulent à New Delhi, ceux qui veulent, si jamais il y a des gens qui veulent étirer le voyage pour aller voir le Taj Mahal, c'est possible. Donc, le voyage a lieu à la toute fin juin, là, je pense que c'est le 30 juin, donc essentiellement au mois de juillet. Le voyage est confirmé. Si ça vous tente d'embarquer, c'est vraiment un voyage exceptionnel et ça n'a rien à envier au Népal. Alors, il ne faudrait pas penser que je n'aime pas le Népal pour autant. Je vous parle de 2 circuits. Le pays Sherpa et la vallée de Tamé. Oui, c'est ça, la vallée de Tamé, l'Everest par la vallée de Tamé. Je mêle un peu les images des deux parce que les deux voyages se conjuguent un peu ensemble. Historiquement, évidemment, le Népal est un voyage, est un pays très important chez Caravanier. Personnellement, c'est là où je guide le plus souvent. Et on faisait historiquement un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on allait au camp de base, mais on prenait différents chemins. Dans les dernières années, c'est-à-dire quand même, je pense en 2017, 2016, 2017, la dernière fois que j'étais allé au camp de base ou dans la région, à voir la quantité de gens qui allaient, le nombre d'avions qui me passaient par-dessus la tête, j'ai décidé que ce n'était pas ça qu'on voulait offrir. Donc, depuis quelques années, on n'offre plus d'aller au camp de base. Je me demande pourquoi je n'ai pas pris cette décision-là plus tôt, parce que le circuit qu'on fait, il est franchement supérieur à la seule différence que les gens ne peuvent pas dire ben, « je suis allé au camp de base ». Et moi, ça fait mon affaire parce que s'il y a des gens qui veulent venir juste pour dire qu'ils sont allés au camp de base, ben, moi, j'ai moins d'intérêt à les guider, à partager la culture, la relation qu'on a avec l'équipe locale et tout. C'est ce qui m'intéresse. Les paysages, ça va de soi. Mais il y a toute cette espèce de relation-là qu'on a bâtie depuis 25 ans maintenant. Donc, tous les voyages au Népal commencent de la même façon. On commence par Bhaktapur, qui est une des villes, en fait, c'est certainement la ville la plus intéressante du Népal, la plus belle. C'est aussi une ville piétonne qui est magnifique de jour et de nuit. Donc, on passe 2 jours là au départ et on va garder Katmandou pour la fin. Katmandou, c'est le fun, mais c'est quand même la grosse ville. Puis, il y a plus, à Katmandou, on peut manger des steaks, des pizzas et tout. Ça, c'est bon à la fin du trek. Au début, ça nous tente d'être plus dans une ambiance vraiment différente. Donc, on commence par Bhaktapur et après, on prend des jeeps puis on se rend au cœur de l'Himalaya. On ne prend pas d'avion à l'aller. Plusieurs raisons pour ça. La principale étant que les avions sont souvent, je vous dirais peut-être une journée sur 3, les avions sont retardés, sont annulés parce qu'il peut y avoir des nuages en montagne. Et ça, c'est un problème parce que pour l'acclimatation en altitude, si on commence le trek une journée, 2, voire 3 journées en retard, bien, sur l'altitude, c'est plus difficile. Puis au retour, ce qu'on fait, ce qu'on a décidé aussi de faire maintenant, c'est qu'on prend l'hélicoptère. Beaucoup plus spectaculaire et aussi beaucoup moins souvent annulé parce que les hélicoptères sont moins fragiles à la couverture nuageuse.
et c'est aussi plus sécuritaire. Je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a eu un crash il n'y a pas si longtemps au Népal. Faut pas avoir peur, mais nous, on a décidé de prendre l'hélicoptère. Donc, on prend le Jeep, puis on s'en va. Bonne journée de Jeep, mais quand même super intéressante. Et on rentre au cœur du pays Sherpa. Donc, les premières images que vous allez voir sont un peu communes aux deux voyages. On va partir dans ce pays Sherpa-là. Et puis, pour l'anecdote, Tendi, qui est notre sirdar principal, donc notre chef de l'équipe locale, avec qui on travaille depuis 25 ans, depuis les tout débuts de Caravanier, quand on a voulu monter un voyage dans son coin de pays, ben, ce que Tendi m'a dit, c'est: es-tu certain, Richard, pas avec cet accent-là, vous devinez, mais are you sure, Richard? Because there's no big mountain. Fait que pour lui, des grosses montagnes, c'est des 8000 mètres. Or, quand on est dans le pays Sherpa, on les voit, les sommets de 8000 mètres, on marche au cœur des sommets de 6000 mètres. Et puis, les plus hauts sommets de cette région-là, où on va aller dormir au pied, c'est le Numbour, qui fait 7000 mètres. Alors, on s'entend que pour un Sherpa, je veux dire homme de l'Est, c'est une ethnie, pour un Sherpa, ce qui n'est pas des grosses montagnes, c'est des sacrées grosses montagnes pour nous autres. Donc, on est très, très impliqué dans le pays Sherpa parce qu'on a construit une école en 2001, ça date, puis on a aussi été très impliqué suite au tremblement de terre où on a construit un centre communautaire parasismique. Là, on vous racontera l'histoire en long et en large si vous faites le voyage. Mais disons qu'on a vraiment une très, très belle relation. Ce n'est pas galvaudé de dire qu'on a un bon contact avec les gens de la place parce qu'il y a une autre histoire que seulement des gens qui passent en trek. Donc, si on parle du pays Sherpa, dans un trek de 10 ou 11 jours, vous allez très bien voir les hauts sommets. Vous allez marcher dans des vallées autour entre 2000 et 3500 mètres. Vous allez même monter jusqu'à 4500. Vous n'allez pas y dormir, mais vous allez voir le Numbour, aller marcher, même faire le tour du lac. Il y a un lac sacré au pied des montagnes. Alors, vous êtes vraiment dans une ambiance très, très, j'oserais dire, bucolique. Là. Vous voyez les images, ça, c'est des images que j'ai prises au mois d'octobre dernier. Ce qui est surprenant du Népal et que les gens, des fois, en fait, sont surpris, c'est à quel point c'est luxuriant. Vous allez même voir des bananiers, parce qu'on va descendre jusqu'à 1700, 1800 mètres avant de remonter pour aller un peu plus haut. Beaucoup de monastères, hein, si les gens disent « Ah, mais c'est sûr que je vais aller voir un monastère », c'est sûr que vous allez en voir. Sentier spectaculaire, jamais très difficile, puis il n'y a pas de souci au niveau. Des fois, les gens sont un peu inquiets. « Ah, le vertige et tout. » Non, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Ce qui ne veut pas dire que les circuits, les sentiers ne sont pas franchement spectaculaires. Donc, belle interaction à prévoir avec les gens de la place à cause des histoires que je vous ai racontées tout à l'heure. Une combinaison de jungle, comme vous voyez ici, et de montagne, mais on n'est jamais, vous imaginez pas que vous marchez pendant des jours, des heures et des heures dans la jungle. Vous avez toujours les sommets qui sont en arrière. Petite photo de l'école qu'on a construite, ces 4 classes, hein, qu'on a construites en 2001, puis qui fonctionnent encore aujourd'hui. Donc, on va aller dormir dans la cour d'école, grosso modo, de cette école-là. Puis, s'il y a de l'école ce jour-là, ben, on va voir les jeunes. Il y a je vous dirais, un accent, on s'entend, on fait pas, c'est pas du tout Caravanier, on fait des voyages de trek, hein, donc on n'est pas dans les voyages spirituels et tout. Moi, j'aime bien partager les connaissances que j'ai, que les guides ont de façon générale sur le bouddhisme, vous faire voir, vous expliquer des choses, mais on s'en va pas du tout, on va assister à des cérémonies, c'est certain, mais le but, c'est vraiment de marcher, puis on va voir plusieurs de ces monastères-là. Et ici, vous êtes notamment dans la cité de Thupten Choling, qui est la plus grande cité monastique du Népal. On parle de 4, 5, 600, voire plus à certaines périodes de l'année, moines et nonnes qui sont là. Donc, puis il y a plusieurs monastères, hein, c'est comme un village qui est un village monastique, ça le dit, Thupten Choling. Donc, on s'en va faire un tour là. Alors, c'est certain qu'on voit plein de choses. Puis là, on n'est pas dans des petits monastères avec 2, 3 moines. Hein. Là, il y a peut-être 80 moines qui sont en train de prier. Alors, à Thupten Choling, je peux vous garantir qu'on va voir une cérémonie. Des fois, dans d'autres monastères, si les moines ne sont pas là, si on n'arrive pas au bon timing, je ne peux pas vous le garantir, mais ici, c'est certain que oui.
Donc, pour faire une petite transition avec l'autre circuit dont je vous parle, j'aimais cette image-là. Tout ça pour vous dire que vos bagages sont toujours portés dans nos voyages, hein, sauf exception à certains voyages comme à Concagua, des choses comme ça, mais les bagages sont toujours portés. Vous n'avez que votre petit sac de jour et puis les bagages sont portés soit par des porteurs, soit par des yaks ou des mules. J'aimais bien l'image ici parce que le yak porte les bagages des trekkers, puis le porteur, il porte la bouffe du yak. Fait que je trouvais ça drôle. Ah, le plaisir de faire des conférences comme ça. Je ne sais pas si les gens trouvent que je raconte des bonnes blagues. Entre les deux, là, après, je vais vous parler de l'Everest par la vallée de Tamé. Juste vous dire que la formule qu'on adopte et qu'on privilégie, et puis je vous le dis, c'est après 25 ans de marche en Himalaya, près d'une trentaine de séjours pour ma part là-bas. Donc, ça commence à se compter en années, le temps que j'ai passé là. Ce que j'aime le plus, c'est une combinaison de camping et de lodge. Pourquoi? Le camping nous donne une énorme flexibilité pour aller dormir dans les endroits les plus spectaculaires. Première raison. Deuxième raison, des tentes sont plus confortables que les chambres qui sont absolument pas isolées, qui sont évidemment pas chauffées et qui sont souvent en bloc de béton. C'est extrêmement humide. Donc, moi, je suis convaincu que les tentes sont plus confortables pour dormir. Ceci dit, les cuisines des lodges, où il y a un petit poêle qui ne chauffe pas beaucoup, mais qui chauffe un peu, ça, c'est le fun pour souper. Donc, dans la grande majorité des cas, on va manger à l'intérieur, mais on va dormir dans les tentes. Et puis, je vous rappelle que les tentes nous permettent d'aller à des endroits complètement flyés où on ne pourrait pas aller. Ici, on est sur le terrain d'un monastère, pour vous donner une idée. Ce que j'aime le plus, c'est que en étant en camping comme ça nous incite à être dehors. Puis là, on est confortable. Hein? Vous voyez, on a des super bonnes chaises. La photo est prise, je pense qu'on arrive là, ça c'est une photo du mois d'octobre. Il est peut-être 4h30, 5h. On est arrivé, puis au lieu de rentrer à l'intérieur du lodge, de prendre le thé, parce que les lodges, c'est petit, hein, puis pour garder la chaleur, il y a des petites fenêtres, fait qu'il fait noir. On reste dehors. Le coucher de soleil, c'est formidable. On vous apporte le thé, le café, le chocolat chaud. Mais je pense que la raison pour laquelle j'aime le plus être en camping, c'est pour les déjeuners. En général, il fait vraiment très beau au Népal, aux périodes où on y va, printemps-automne, et surtout le matin. C'est très, très rare le matin qu'on n'a pas un beau ciel dégagé. Là, ici, juste pour dire, il y a un peu de nuages, mais j'aimais bien la photo avec ce que vous voyez en arrière. C'est une des plus belles montagnes du monde, c'est la Madablam. Donc, on mange dehors. Là, il y a l'air de faire frais, mais c'est juste parce qu'on sort de la tente. Il fait soleil. On a le café, on a des bonnes cafetières italiennes avec du vrai bon café. On s'installe dehors, puis je vous jure, ceux qui sont dans les lodges, ils nous regardent, puis ils disent ça devrait être comme ça qu'on voyage. Fait que c'est vraiment, moi, je tiens à cette formule-là. Le petit déjeuner le matin, on prend notre temps, on peut boire 3-4 cafés si on veut. Moi, je me lève 45 minutes avant les autres parce que je veux prendre 1 ou 2 cafés avant de commencer. On a le temps de jaser avec le monde. Fait que c'est vraiment la formule qu'on privilégie. Midi 27. Ah, il me reste encore 5 minutes pour vous parler du voyage Everest par Tamé. Voyage qu'on fait au mois d'octobre, qui est confirmé. Il reste encore de la place. D'ailleurs, je vais juste vous dire, il y a un voyage au Manaslu, mais je ne vous en parle pas aujourd'hui. Le voyage est complet. Donc, fait que si ça vous tente, ça sera l'année prochaine, mais je vous parle des voyages où il reste de la place. Donc, encore un exemple du petit lodge où on habite et petite cuisine, salle à manger à l'intérieur, mais on campe sur le terrain. Et puis, c'est notre magnifique panorama pour le matin. Je précise qu'on vous fournit des super matelas de sol. Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur des matelas. Ici, c'est Babou et Manila, donc des gens avec qui on travaille là-bas. Vous avez des bonnes grandes tentes. C'est des tentes d'expédition qui sont vendues pour 3 personnes. Vous êtes 2 à l'intérieur. Ils sont solides. Et les matelas, c'est des matelas qui font, je ne sais pas moi, 10-12 cm d'épaisseur. Il y a du duvet en dedans. Ils sont larges, comme vous voyez, fait que vous dormez bien. Après ça, vous ajoutez un sac de couchage et vos nuits vont être fantastiques parce qu'on vous assure que vous allez être fatigué à la fin des journées.
On vous fournit un petit oreiller aussi. Puis c'est ça, tu sais, le matin, on vous apporte le thé à votre tente. Fait que vous ouvrez la porte et c'est ça que vous avez comme image. Alors, personne ne me dira que c'est mieux de voyager en lodge. Je ne crois pas cela. En plus, quand les altitudes le permettent, j'entends qu'il ne fait pas trop froid, on a des temps de douche comme ça. Et puis, on met de l'eau chaude, puis vous pouvez prendre votre douche. Alors, vous n'aurez pas, je ne peux pas vous dire que vous allez pouvoir prendre votre douche tout le monde à tous les soirs, mais quand même, vous ne partirez pas en trek pendant 3 semaines sans prendre une douche. Fait que ça, c'est quand même un petit luxe. Je vous passe quand même rapidement des images de la portion. Fait que là, ce que je vous ai parlé, ce serait le fun d'avoir une carte et tout, puis je pourrais vous montrer la carte en même temps que je vous montre la photo, mais là, c'est difficile sur un petit écran d'ordinateur. Mais grosso modo, là, je vous ai parlé du pays Sherpa, donc un trek de 10-12 jours où on reste dans les vallées un petit peu plus basses, mais où on va quand même voir les géants. Mais ça fait un trek où on n'est pas si affecté ça par l'altitude, si ça vous tente de le faire. Si vous avez un peu de crainte, l'altitude et tout, je vous encourage à nous appeler, on verra, on pourra en discuter. Mais c'est un super trek d'introduction. On vient juste de rajouter une deuxième date au mois de novembre parce que le premier était complet, ultra complet. On avait une liste d'attente, donc on a décidé de rajouter une nouvelle date. Donc, il y a un nouveau, donc ce voyage-là est disponible. Après, on a fait un tour dans le pays Sherpa et la version que je vous présente maintenant de l'Everest par la vallée de Tamé. Donc, c'est notre voyage, je vous dirais, le concurrent du camp de base, si je peux dire. Il y a 3 vallées principales qui pourraient mener au camp de base. 90% des gens prennent la vallée du Khumbu et reviennent par la vallée du Khumbu. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la vallée de Tamé, puis on redescend par la vallée de Gokyo. On va avoir des magnifiques vues sur l'Everest. Je pourrais vous dire, je pense qu'on a des encore plus belles vues et il n'y aura pas trop de monde. Vraiment, ça n'a absolument rien à voir. Et au niveau culturel, ici à Madablam, hein, donc quelques images prises aussi au mois d'octobre dernier, il ne faut pas aller dans des endroits parce que, tu sais, ne pas aller parce qu'il y a trop de monde. Des fois, ces endroits sont fantastiques. Dans le cas du camp de base de l'Everest, par la vallée du Khumbu, c'est sûr que c'est beau. Mais les 2 vallées de Tamé et de Gokyo sont encore plus belles. Et pourquoi elles ne sont pas populaires? C'est qu'ils ne mènent pas directement au camp de base. Et c'est tellement le fun que ce soit comme ça parce que ça continue de drainer les gens. Donc, nous, on part par la vallée de Tamé. Vous voyez ici, là, on est rendu, on s'en va vers la vallée de Tamé. Donc, les plus beaux sommets, on les voit. Ici, petit village de Koundé. Et puis, on s'en va de plus en plus vers l'ouest. Et on va, fait que là, je vous mets des images un peu en vrac, mais vous voyez, on est au passage du col de Renjo. On voit l'Everest ici. En arrière, on voit le Makalu, puis le Shohoyu est quelque part dans ce coin-ci. Fait qu'on peut voir 4 sommets, le Lhotse. Donc, on peut voir 4 sommets de 8000 mètres facilement. Notre équipe locale, donc Tendi, qui est notre sirdeur en chef, Kaji, qui est notre second, qui est une machine, et puis Hongshu aussi. Alors, donc, ils font toujours partie de notre équipe locale. Ophélie, qui travaille au bureau, donc ça se peut que si vous parliez du Népal, bien, ce soit elle aussi qui vous en parle. Donc, on est quelques spécialistes de l'Himalaya au bureau, là. François-Xavier et moi en premier, mais il y a d'autres personnes qui sont venues au Népal qui peuvent vous en parler très, très bien. Alors, quelques images comme ça, notre équipe au col. Et la particularité de passer par la vallée de Tamé, de redescendre par Gokyo, c'est qu'on a aussi du temps. C'est un voyage assez long, en 25-26 jours de Montréal à Montréal. Donc, on parle d'un trek de 18-19 jours et ça nous permet de pousser plus loin dans la vallée et de se rendre, ceux qui vont fouiller un peu sur les itinéraires, au 5e lac de Gokyo, où là, on est sur une autre planète complètement. Vous voyez le camping du lac ici, où on voit le coucher de soleil sur l'Everest. En passant, ceux qui vont au camp de base de l'Everest n'ont pas du tout des vues comme ça au coucher de soleil, à moins de monter sur un promontoire le soir et donc de redescendre à la noirceur et tout, alors que nous, on campe là. Fait qu'on peut s'installer dans nos chaises avec un bon chocolat chaud, on s'habille comme du monde, puis on regarde le soleil descendre. Donc là, on est au 5e lac de Gokyo pour 2 nuits, endroit vraiment spectaculaire. On va faire un aller-retour dans la journée, aller voir le 6e lac. Donc, et puis on va redescendre
dans la vallée de Gokyo, qui est plus spectaculaire à la descente qu'à la montée, parce qu'on a ces espèces de gigantesques montagnes, Tamsirku, Condé et la Madablam aussi, la belle montagne pointue. Donc, et comme on redescend vers ces sommets-là, ben, on les a toujours devant nous. Voilà, bon, équipe locale, petite note en passant, ça, vous voyez, il y a des côtes, des manteaux du Mont-Tremblant. Maintenant, c'est plus le Mont-Sutton qui nous fournit. Fait que vous allez voir toute notre équipe de porteurs qu'on habille, auxquels on fait attention. Là, la photo, à date d'il y a quand même, ça c'était le Makalu en 2003, je pense. Alors, c'est drôle si vous voyez des gens passer avec des uniformes de Sutton, Offord et le Mont-Tremblant, vous direz que c'est le caravanier qui leur a fourni. Tandy, mon acolyte, mon ami, avec qui je travaille là-bas depuis. C'est comme mon sirdar attitré, si on peut dire. On se comprend très bien. Il sait ce que j'aime pas. Moi aussi, je sais comment, ce qui fait plaisir à son équipe locale et tout. Alors, on a une très, très belle complicité. Voilà, nous deux. Ben, je pense que c'est pas mal ça. Je vous passe les images rapidement. Là. On est encore dans ce coin-là. Donc, sur ce, ben, je passe la parole à FX. S'il y a des questions, je reste en ligne. À la fin, on répondra aux questions. Quelle heure il est? 12h35. Ah, je suis bon, c'est bon, c'est correct. Ça fait que tu as du temps, FX, pour en parler. J'arrête l'écran. C'est quoi le nom de cette montagne-là? Il y a des gens qui connaissent? Vous connaissez, je vous l'ai dit plein de fois. C'est quoi le nom de la montagne? C'est dommage, vous auriez pu gagner un voyage au Népal, mais personne n'a répondu. Les gens ne peuvent pas nous parler. Ah ouais, c'était ça. Ouais. Pour moi, Il y si a, il y a j'avais une ça. compagnie, si j'avais, je partais d'une compagnie de meubles au Népal, j'appellerais ça Ameublement d'Ablam. OK. Parlons Mera Peak. Je vais partager mon écran un petit 10 minutes sur le volet montagne de Caravanier qui est quand même présent, qu'on a tenté de remettre de l'avant depuis la fin de la pandémie, disons-le comme ça. Alors, on offre à travers le monde quelques destinations de montagne, dont évidemment au Népal, une montagne qui nous touche et nous intéresse particulièrement, le Mera Peak. Et là, Richard, j'ai juste besoin de ton petit coup d'œil pour me dire si je suis pas dans les patates pour le partage d'écran. Et oui, je suis dans les patates. Attention. Il faut que tu partes le diaporama. Là. J'ai perdu mes skills de... Je suis où, là? Pars, fait diaporama, je pense que ça devrait être bon. Là. Parce que là, tu Tu vois pas le plein écran, hein? Non, mais c'est pour ça qu'il faut que tu partes ton diaporama. Cool. Tu sais, diaporama D-I-A. Bon, c'est bon. OK. C'est bon. Alright, donc allons-y rapidement là, pour le Merapic. Donc le Merapic, il y a plein de sommets au Népal qui sont accessibles. On appelle ces montagnes-là, dans le jargon népalais, les trekking peaks. Donc ce sont des sommets qui s'atteignent euh, principalement par la randonnée, dont la finale, les techniques demandent des bases d'aptitude en alpinisme. Il y en a plusieurs. On a fait notre choix sur le Méropic parce que justement, il vient combler un peu les régions explorées que Richard a parlé, entre autres le Manaslu aussi. Donc, le Méropic se situe dans une vallée voisine à l'est de celle de l'Everest et des trois grands cols qu'on a là-bas. Alors, on est vraiment là, je vous dirais à peu près à 10-20 km à vol d'oiseau à l'est de la Madablam, du Highland Peak et de l'Everest. Donc, on peut voir ici sur cette carte. Et cette année, on a remodifié, suite à l'expérience d'octobre dernier, on a remodifié l'itinéraire pour arriver vraiment à faire un linéaire et rentrer directement dans la vallée qui mène au Mera. Donc, sur cette carte-là, on pourrait dire à partir de Boudi, Danda, Gouritar, donc monter tranquillement vers la vallée, aller vers les Cinq-Lacs. Très peu de personnes vont s'aventurer parce qu'ils se concentrent principalement sur la vallée du Mera, puis ensuite de ça, aboutir au Mera. Donc, c'est principalement un trek faire l'ascension du mont Mera avec 2 jours attitrés à l'alpinisme, puis la haute altitude au-delà de 6000 mètres, puisqu'on atteindra une altitude de 6476 mètres pour le Mera.
Donc, rapidement, c'est un historique quand même. Bon, moi, j'ai intégré l'équipe de Caravani il y a 2 ans, mais ça fait plus d'une quinzaine d'années à peu près que je parcours le pays, que j'ai pu faire des ascensions plus engagées, etc. Donc, dans l'équipe de Caravani, je m'occupe de ce volet-là, disons, trekking montagne, mais on parle de la même organisation, de la même équipe locale, du même souci d'attention au niveau des voyageurs, du même souci d'attention au niveau de la cuisine, dans lequel j'aime beaucoup participer parce que j'ai un passé de cuisinier. Donc, pour moi, l'équation bien manger, pouvoir déclencher le sentiment d'appétit dans un trek aussi engageant, c'est super important. Donc, c'est un souci particulier qu'on a dans la boîte ici chez Caravani. Et puis, tout ce que vous avez vu au niveau du camping, confort, douche, etc., tout ça reste dans le même esprit pour ce trek-là, avec Ascension. Au début, on est quasiment dans le pays Sherpa élargi, si vous voulez, donc on est aussi dans cet esprit-là. Donc, à chaque fois, on a ce tronçon commun-là, qui est la base un peu aussi de nos équipes locales. C'est leur région natale, on est un peu chez eux, et puis il y a tout ça. Oui, on est accueillis à bras ouverts pendant la portion trek dans les régions habitées du Népal. Tranquillement, on va quitter ces régions habitées-là. Je parlais tantôt des 5 lacs, donc c'est Panchpokari qu'on nomme en népalais. C'est une boucle d'acclimatation, je vous dirais, de 3 jours qui déroge complètement du classique et qui nous permet, je trouve, d'avoir une acclimatation super efficace, à peu près autour de 4200 mètres, dans un endroit, comme on vous voyez, là, qui est très peu fréquenté et très petit, mais qui nous permet de faire des boucles à partir de ce camp de base-là, si vous voulez, avant de se lancer et de revenir vers la vallée classique du Mont Mera. Et là, on aura des aperçus sur tous les sommets classiques qu'on voit dans le voyage Pays Sherpa, entre autres le Numbour, un petit peu plus tard la Madablam, pour ensuite revenir en forêt, donc se redonner disons, un bain d'oxygène. Donc, c'est une bonne stratégie, justement, de climb high, sleep low, là. Donc, on va s'acclimater, redescendre pour se faire le plein d'énergie, plein de chaleur aussi, parce que il y a quand même des bons contrastes. On parle de température là autour des 3600 mètres qui peut, à cette époque-là du mois d'octobre ou avril, qui peut osciller autour de 20-25 degrés. Puis au-delà de 4000 mètres, 4500 mètres, ça tombe rapidement à 5-10 degrés. Donc il y a des bons contrastes. Et là, on arrive au village de Côté, donc là on retourne un peu à la civilisation, si vous voulez. On a du Wi-Fi, on a plein de produits occidentaux pour le bien-être mental et on monte tranquillement avec des étapes, des paliers d'acclimatation, si vous voulez, dans cette vallée-là, jusqu'au village de Carré. Et là, je passe plusieurs images. On est entouré de grands sommets parce que, bon, en contraste autour du Méropique, on est plusieurs sommets de 6000 mètres, voire 6900 presque ici avec le Sherpa Tsé. Et puis, on arrive au pied du Mont Mera à Tang Nang, à 4250 mètres environ. Et ce sera une des faces, la face sud en fait du Mont Mera, qui est très impressionnante. Donc si on se dit c'est ça que je vais faire comme ascension, on risque d'être un petit peu intimidé. Mais la stratégie, c'est évidemment de contourner cette face sud pour aller vers le nord. Mais ça permet de justement marcher dans un contexte complètement vertical, vertigineux d'une certaine perspective, pour s'établir à ce qu'on appelle là-bas le camp de base, donc le village de Carré, qui est un village, un carca, si vous voulez. C'est un pâturage, un ancien pâturage pour les animaux, là, et qui est transformé aujourd'hui en village camp de base dans le but de faire l'ascension du Mera. On va s'installer là, on va voir une revision des techniques alpines, on va voir une révision du matériel qu'on fournit, on se prépare mentalement, techniquement pour l'ascension de la montagne. À partir de Carré, donc on doit monter jusqu'au pied du glacier. Donc Carré est à 4950 à peu près. Et la base du glacier à 5200 et des poussières. Il y a un camp de base officiel qui est là, mais qu'on ne va pas se servir parce qu'il est un petit peu trop rustique, rudimentaire par rapport à Carré. Dans certaines circonstances, on va revoir littéralement les techniques alpines au pied du glacier. Ça permet de démystifier la montagne un petit peu plus loin. Ça permet de revoir ces techniques-là qu'on donne une formation avant le départ dans la région de Montréal
pour justement s'initier, bien voir les techniques, apprivoiser le matériel, etc. C'est inclus dans notre prestation. Puis une fois qu'on est prêt, que l'acclimatation est bonne, qu'on a une fenêtre météo favorable, parce que ce sont tous disons, des variables qui vont être considérées pour tenter le sommet. Donc, c'est pas un itinéraire où vous voyez que c'est le jour 15, 16, 17, c'est bien déterminé. Donc, on se donne un gros flou d'adaptation. Et ça, c'est le global aussi dans les voyages au Népal. C'est parce qu'il peut y avoir tellement de choses imprévisibles qu'on ne doit pas s'imposer un itinéraire au quotidien, mais simplement un esprit du voyage, une idée, des grandes lignes. Mais quand tout ça, quand toutes les étoiles s'alignent, eh bien, c'est parti. On a une première montée technique sur le glacier, un glacier qui est très accessible techniquement. On le voit ici avec des pentes à 20-25 degrés, très peu crevassé, une très bonne surface de cramponnage aussi, donc c'est pas glacé nécessairement, mais surtout un paysage incroyable avec l'Everest en arrière, le Lhotse un petit peu plus loin à gauche, le Choyu. Donc c'est la cour des plus grands. On peut voir jusqu'à 5-8 000 mètres, entre autres avec le Makalu puis le Kanchenjunga. Donc c'est incroyable. Et on va s'établir dans un camp qui, lui, était un peu moins incroyable. Donc, le hike-in du Mont Mera, situé à 5850 mètres. Ça sera le défi, je vous dirais, de ce voyage, de pouvoir dormir à cette altitude-là, dans un contexte assez restreint en espace, puisque c'est un petit nid au milieu des montagnes qu'on voit ici. Il y a la falaise un peu à gauche, à droite. Donc, c'est pas le plus beau spot. Ben, c'est le plus beau spot pour la vue, mais pas nécessairement pour les conditions de dodo. Et là, lever la nuit autour de minuit, 1 heure du matin, ce qu'on appelle en anglais un Alpine Wake Up. Et on se lance dans l'ascension finale du Mont Mera. Donc, on aura 650, 670 mètres à faire de dénivelé. Encore une fois, un terrain qui va osciller avec des pentes peut-être jusqu'à 35%, mais c'est pas, encore une fois, significatif. Il y a de plus en plus de gens maintenant qui le descendent en ski, cette montagne-là. Mais pour nous, ce qui compte, c'est l'expérience montagnarde, c'est l'initiation à l'alpinisme en haute altitude et surtout ce bain c'est de pouvoir contempler finalement les plus hauts sommets de la planète dans une ascension qui est, disons, pas trop engageante au niveau sécurité, technique, alpine, etc. Donc, on peut le voir à travers ces photos-là là, que ça rend bien finalement la mission qu'on se donne. Et peut-être à la fin, petit sommet un petit peu plus technique. Encore une fois, cette année, le vent avait tout changé le paysage. Ça nous permettait d'avoir quand même un bon plateau sommital qu'on voit ici. Mais quand même, cette sensation-là, pas de vertige, mais aérienne, on va dire. Donc, cette sensation vraiment d'atteindre un grand sommet de l'Himalaya, c'est ce qui est important pour nous. C'est de pouvoir justement vous ouvrir les portes pour se rendre à un genre d'objectif comme ça et d'atteindre le sommet avec le plus grand nombre de participants parce qu'on aura bien géré les stratégies, bien vu à l'acclimatation, s'assurer que l'alimentation, tout ça est suffisante, puis limiter toute contamination et problèmes reliés à l'univers, on va dire, indien-népalais, et de revenir en forme, en bas, au camp de base, pour finalement terminer le trek pendant 3 jours. Donc, il y a cette petite demande-là, psychologiquement exigeante, dans la perspective où on fait 3 jours de marche après avoir déployé un grand effort, mais au moins on est dans d'autres univers de paysages, puisque c'est une genre de boucle, si vous voulez, qu'on fait. On va revenir par le col de Zatrois, qui va nous demander une bonne descente jusqu'à Lukla, mais on n'est pas dans les mêmes paysages. Et on revient à Lukla, où là, c'est l'abondance, c'est le début et le retour des grands treks comme le camp de base à l'Everest. Donc on profite un peu de cette moi, j'appelle ça quasiment la démagogie moderne occidentale, là, mais ça reste que bon, on est bien content d'avoir ça après 16-17 jours de trek. Camp de base, donc on s'amuse à Lukla, dernière nuit, et on reprend hélico ou vol, là, selon les stratégies de sécurité qu'on aura à ce moment-là, pour regagner Katmandou. Donc, dans la même perspective que Richard a expliqué, on est d'abord dans l'ambiance de Bhaktapur, on finit avec si vous voulez, tout le confort et la variété de Tamel et de Katmandou. Les sites importants, on va faire un peu nos touristes, imiter le tourisme local. Petit clin d'œil avec ma gang d'octobre dernier.
voir les grands sites comme Swayam, Bunat, Bodenat, si ça donne. Ça peut être aussi Pachupatinat. Les sites, si vous voulez, spirituels importants de la vallée de Katmandou pour regagner ensuite Montréal ou le Québec. Donc, tout ça, c'est un voyage qui dure 3 grandes semaines. Si vous voulez, c'est 24 jours en tout. Et on a un départ sur le point d'être confirmé en octobre. Donc, ça sera certainement un rendez-vous annuel pour octobre à chaque année. L'année passée, on avait un groupe complet. Cette année, ça commence tranquillement à se former. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, toute demande par rapport aux ascensions, montagnes, moi, Richard, avec plaisir. Ophélie aussi peut nous combler. Mais voilà. Donc, ça se passe cet automne. Merci de votre attention. J'oublie-tu des choses? On avait une question, je pense, qui était... je vais fermer ça. Attends, je suis un peu perdu. On voit ton diapo, mais c'est Step Share en bas. Non, c'est les fameux 2 écrans. Ah oui, c'est ça. La question, c'est quoi les coûts inclus et non inclus dans le voyage? Sur le site, bon, vous avez quand même le détail, mais je vous le dis en gros, là, grosso modo, vous avez un prix, c'est la portion terrestre, pour ajouter le billet d'avion. En général, on s'occupe du billet d'avion, mais vous pouvez toujours le prendre par vous-même aussi. Donc, voilà, les taxes sont incluses et tout, là, fait que le prix qui est là. Ça comprend tout, sauf les boissons. C'est pas grand-chose quand on est en altitude. Et les pourboires à l'équipe locale, c'est l'ordre de 150-200 $ environ. Donc, voilà pour ça. Lorsque c'est inscrit confirmé, est-ce que ça veut dire complet? Non. Non. Des fois, c'est écrit reste 2 places ou moins. Ça, c'est parce qu'il y a toujours un délai quand on parle aux gens. Voulez vous inscrire? Oui, OK. Bon, là, il faut mettre un dépôt et tout. Fait que dans ce temps-là, on met que c'est pas mal complet, mais appelez-nous. L'idée, c'est que vous nous appeliez, puis là, on vous dise ouais, mais il reste une place ou non, as-tu pensé à tel autre voyage et tout. Donc, alors, ne prenez pas pour acquis. Quand c'est écrit confirmé, c'est confirmé, il reste de la place. Puis le reste, ben, appelez-nous quand même. Je vous dis comme ça, cette année, c'est fou, là, les voyages. Là, c'est jamais arrivé que le 10 mars, on ait 3 voyages complets au Népal déjà. Là. C'est jamais arrivé qu'on rajoute une date déjà. On a un voyage complet qui part là au mois de mars. Donc, attendez pas trop si ça vous tente de venir. Ouais. Donc, ça, ouvert, ça veut dire qu'il n'y a pas encore confirmé. Confirmé, ça veut dire qu'on est sur le départ. Puis complet, c'est complet. Donc, c'est pour le jargon. Le voilà. D'autres questions? Je ne pense pas. Donc, tu conclus ça? Ben, on va mettre probablement cet après-midi le vidéo de ça. Si jamais il y a des gens qui voulaient assister, qui n'ont pas pu, vous pourrez leur dire d'aller voir ça sur Facebook. Fait que c'est disponible. Puis encore une fois, en 45 minutes, là, vous ne pouvez pas vous décider tant que ça sur un itinéraire. Ça peut vous donner une idée. Mais ce que nous, on veut, c'est que vous nous appeliez. On n'a pas parlé tant que ça du niveau physique. C'est quoi un niveau 4? Quelle température, l'équipement? C'est toutes des choses dont il faut parler, mais l'idée, c'est vraiment que vous nous appeliez, puis là, on va vraiment se regarder dans les yeux. Puis, est-ce que ce voyage-là, c'est pour vous ou non? Est-ce que vous êtes mieux de commencer par le pays Sherpa ou vous pouvez aller directement à un autre? Vous êtes plus intéressé par la culture? Donc, voilà l'idée de nous appeler, qu'on ne vous dise pas tout. Là, c'était juste pour vous donner le goût d'y aller. Fait qu'hésitez pas à nous envoyer un mail et à nous appeler. Exact. Donc, ça répond aussi à la question potentiellement de José, là, la forme physique pour le MERA. Je t'invite à m'écrire. Donc, on peut trouver mon adresse courriel sur la page du site ou à fxblo@caravanier.com. Par rapport à cette question-là, la forme physique, c'est un des éléments. Il faut bien comprendre, dans tous ces voyages au Népal, la forme physique, c'est important, mais c'est un des éléments qui font en sorte qu'on est apte à faire un tel trek ou pas. Donc, ce n'est pas juste une question de performance cardio-respiratoire. Pas du tout. Je vous dirais que 50% est pas mal dans la tête et dans l'endurance globale et la capacité d'adaptation que vous avez. Donc, voilà. Donc, j'y répondrai avec beaucoup de nuances, José.
Et puis André nous demande, je ne vois pas le coût du voyage. Ça doit être gratuit pour vous, André, j'imagine. Là, pourtant, c'est là, en haut, quelque part. Là, il est là. Il est là. En haut à droite. Je te salue, je te salue, André. Sinon, tu nous écris fxblow@caravanier.com puis richard@caravanier.com. Puis ça vous fera un plaisir d'approfondir le sujet. Sinon, Daniel Bon après-midi. Au Népal, il est 10h45 de plus, fait qu'on dit bonne nuit. C'est Soboratri, fait que je vous le souhaite de croiser les Népalais là-bas avec nous autres. Bon après-midi. Merci d'avoir assisté.